représentation, qui est le Festspielhaus de Bayreuth, qui reste encore de nos jours le haut lieu du wagnérisme international. Alors Wagner était un homme d'action, passionné par tout ce qui se passait autour de lui, et comme beaucoup de gens qui se remuent, il a déchaîné les passions et les haines de son vivant déjà. Et ça continue encore, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc, révolutionnaire de par sa conception de l'œuvre d'art totale, il l'est, parce qu'il y réunit toutes les formes d'art, sont réunies à la manière du théâtre grec antique. Il voulait recréer en Allemagne le miracle grec, c'est-à-dire le drame grec. Et il a été aussi révolutionnaire, actif dans sa vie, en participant très activement aux événements de Dresde en 1849. 1849 à Dresde, ça correspond à 1848 en France, la fameuse révolution de 1848 avec Victor Hugo qui a ensuite fui à Guernesey, Lamartine qui avait été ministre, enfin etc. Tous les grands romantiques, tous les artistes étaient mêlés à la révolution de 48. C'était une révolution d'artistes et qui a eu beaucoup d'incidences dans toute l'Europe et en particulier en Allemagne, à Dresde. Et Wagner a fait partie de ces artistes révolutionnaires. Donc. Et ça lui a valu un très long exil d'Allemagne. Mais il a été aidé par des artistes comme Charles Baudelaire. Si j'ai le temps, je vous lirai quelques petits textes de Baudelaire qui sont vraiment éloquents et pas démodés du tout, tout ce qu'il dit sur Wagner. Franz Liszt l'a beaucoup aidé aussi, et le roi Louis II de Bavière, vous avez dû en entendre parler, au moins vous avez vu le film de Visconti, Le Crépuscule des dieux, etc. Le Crépuscule des dieux qui montre une image de Wagner d'ailleurs qui est un peu faussée entre nous, ça, autre chose. Disons que tous ces amis-là, toutes ces amitiés vont lui permettre de traverser beaucoup d'épreuves et de parvenir à réaliser son but ultime qui est de créer une œuvre unique, inégalée, qui ne cessera pas d'attirer les foules enthousiastes dans tous les théâtres d'opéra du monde, ainsi qu'à Bayreuth, et cela malgré toutes les tentatives de récupération abusive, je précise bien, dont ont été victimes posthumes lui et son œuvre. Donc, vous savez maintenant quelle est ma position par rapport aux récupérations de personnages Wagner. Aujourd'hui, je vais tenter donc de vous familiariser avec Wagner et son œuvre, qui est donc cette œuvre une étape incontournable dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la musique, qui a marqué tous les domaines artistiques, tous, et surtout littéraires de son époque, mais la peinture aussi, la sculpture, etc. Et cette influence n'a jamais cessé de se faire ressentir, en particulier en France, où de Baudelaire à Julien Gracq, quand même relativement récent, les symbolistes et néo-symbolistes ont particulièrement été inspirés par les œuvres de Wagner. En France, ça s'est traduit par une expérience unique, la création de la revue wagnérienne en 1885, sous la direction d'Édouard Dujardin. On ne connaît pas de revue beethovenienne, de revue mozartienne qui ait été créée comme cela sur uniquement un personnage. C'était quelque chose de très nouveau. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin ça a eu lieu et c'est important parce qu'Édouard Dujardin, le fondateur, est connu pour un roman, Les lauriers sont coupés, où il va utiliser dans son écriture littéraire la mélodie continue wagnérienne, comme plus tard le revendiquera Joyce dans les Ulysses. Donc vous voyez jusqu'où ça va l'influence de Wagner, hein, jusqu'à Joyce, et même d'autres encore, contemporains. Revenons donc à cette revue qui va réunir tous les symbolistes français, écrivains, critiques, essayistes, musiciens, des peintres comme Fantin-Latour également. Cette revue donc sera éphémère, mais avec un contenu très riche, et elle présente des écrits qui montrent l'impact extraordinaire que peut avoir la musique dans l'écriture littéraire et aussi la naissance de thèmes nouveaux issus de la mythologie wagnérienne. Parce que ce qui est original, c'est que Wagner va créer lui-même sa propre mythologie en s'inspirant de mythes antiques
venant soit des pays du Nord, soit de Grèce, soit d'Inde, partout il avait une culture phénoménale. Mais les symbolistes, en fait, ne sont pas les seuls qui ont subi l'influence de Wagner. Émile Zola a revendiqué l'influence wagnérienne, en particulier grâce à son ami Alfred Bruno, qui était compositeur, et ils ont écrit ensemble Messidor, un opéra qui a été joué à Carlabail il y a quelques dizaines d'années. Je laisse passer le temps, enfin je suis allée, et qui reprend en quelque sorte l'Or du Rhin, qui est la première œuvre du Ring, l'anneau du Nibelung de Wagner, et il le reprend le situant dans une vallée ariégeoise dont les rivières charrient de l'or. Alors, c'est en quelque sorte ce Messidor, de Zola, c'est l'or du Salat, en quelque sorte. Si vous connaissez la rivière le Salat, c'est pas très loin, c'est en Ariège. Il y a de l'or dedans, pas beaucoup, hein, c'est pas la peine de vous précipiter, vous ne ferez pas fortune. Mais il y a un petit peu d'or, on en trouve encore de temps en temps. Et Alfred Bruno avait demandé à Zola de lui écrire un livret, et il a écrit, lui, la musique de ce fameux Messidor, qui est un opéra influencé indéniablement donc par Wagner, à la fois le texte et la musique. Marcel Proust aussi, les thèmes récurrents que l'on trouve, comme la petite phrase de Vinteuil, les pavés 10 juin, etc., chez Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, c'est une image du leitmotiv wagnérien utilisé dans le domaine littéraire. Et de toute façon, Proust était très wagnérien, il adorait la musique de Wagner. Dans leur écriture romanesque, donc, beaucoup d'écrivains utilisent ce fameux leitmotiv wagnérien, dont je vais vous parler. En Allemagne, c'est Thomas Mann, entre autres, qui a utilisé ce procédé. Je cite les grands noms, je ne vais pas citer tout le monde. Il s'agit d'un procédé, le leitmotiv, qui est à la fois musical et littéraire. Au départ, il est littéraire. Il devient musical avec Wagner et il redevient littéraire quand les littéraires s'inspirent de Wagner. Oui, ça fait un système d'aller-retour assez curieux. Alors il s'agit de thèmes mélodiques ou rythmiques qui sont traités comme des métaphores. On s'en sert un peu comme des métaphores filées, voyez, et de façon récurrente, en les modifiant selon le contexte, la situation ou les personnages. Alors en général, c'est attaché à un personnage, mais un personnage en situation. Et si la situation se produit pour un autre personnage, il peut réutiliser Wagner le leitmotiv en le modifiant un peu. C'est-à-dire que c'est pas le Bottin des dieux, comme avait écrit Claude Debussy, les leitmotivs, pas du tout, c'est pas ça. C'est quelque chose qui n'est pas fixe. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, ce leitmotiv. Et ça crée une écriture musicale très particulière. Et qu'on en retrouve des traces chez Richard Strauss, chez d'autres musiciens après lui. Il y en avait aussi un petit peu avant lui. Mozart, quelquefois, avait utilisé des leitmotivs dans certaines œuvres. On les trouve, mais ce n'est pas systématique. Alors que chez Wagner, à partir du Ring, avant c'était de temps en temps, mais à partir du Ring, l'anneau du Nibelung, c'est systématique, l'utilisation du leitmotiv. Dans le Ring, Tristan et Parsifal. On le retrouvera constamment. Alors ça crée une espèce d'exploration de l'inconscient pré-psychanalytique, ce leitmotiv. Parce que le leitmotiv, il dit des choses sur les personnages que les personnages ne disent pas dans leurs paroles. Donc on a une impression d'inconscient, donc de psychanalyse avant la lettre. Et c'est très original et très intéressant. D'ailleurs, dans les écrits de Wagner, on trouve souvent des propos, parce qu'il a encore plus écrit en prose que de la musique. Il a laissé énormément d'écrits théoriques. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire n'importe quelle ânerie à son sujet, tant qu'on n'a pas lu tout ça. Et en principe, ce qu'on lit dans les journaux par des critiques un peu légers, prouve qu'ils n'ont pas lu les écrits théoriques. On n'est pas obligé de tout lire, hein. Mais il y en a 2 ou 3 qui quand même s'imposent. Voilà. L'art et la révolution, une communication à mes amis. Je vous dis les plus courts. C'est-à-dire, ça fait 20, 30, 40, 50 pages, ça va quoi, on peut le lire. Et c'est facile à lire et après, on est quand même au courant. Donc, revenons-en à la... Oui,
Ah oui, ce que je voulais dire au sujet de cet inconscient, c'est que l'orchestre, c'est leitmotiv, c'est à l'orchestre en principe, c'est pas au chant. Et l'orchestre va souvent jouer le rôle du chœur de la tragédie antique. Et la voix, chez Wagner, je le redirai sûrement, mais la voix, c'est comme un instrument de l'orchestre, pas plus, chez Wagner. Alors attention, la même année que Wagner, en 1813, qui est-ce qui est né? Giuseppe Verdi, le bel canto. Bon, ben, lui, il a un cheminement, Wagner a un autre cheminement. C'est pas le même cheminement. Ils n'ont pas les mêmes idées sur l'art. Voilà. Et le rôle de la voix n'est pas le même. C'est important de le dire. Bon, je vais en revenir maintenant à la personnalité de Richard Wagner lui-même et aux grandes dates et événements de sa vie. Alors, il naît à Leipzig, la ville de Jean-Sébastien Bach, en Saxe, le 22 mai 1813. Alors, pour le situer, Franz Liszt est né en 1811, Chopin et Schumann en 1810, donc ce sont des contemporains. C'est en pleine période des guerres napoléoniennes. L'Allemagne n'est pas encore unifiée. Elle est constituée par des petits États, duchés, principautés, royaumes, qui ne s'entendent pas forcément, mais qui parlent à peu près la même langue, même si les accents sont assez différents, et les caractères surtout. La Saxe, par exemple, où est né Wagner, n'est pas du tout une région militaire. C'est un lieu d'artistes et de commerçants, alors que son voisin, la Prusse, est un État guerrier. Et ils ne peuvent pas se voir. C'est pas du tout. Le père de Richard meurt quelques mois après sa naissance et sa mère va se remarier avec l'ami de la famille, l'acteur Ludwig Gaillard. Ce qui fait que très peu de temps après, il y aura une petite sœur née de Gaillard, petite sœur de Wagner. Et le jeune Richard se posera quelques doutes sur la véritable identité de son père. Est-ce que c'est Wagner, papa Wagner, ou est-ce que c'est papa Gaillard? Et dans beaucoup de ces personnages, on va voir des questions sur leurs origines. Et ça vient un petit peu, on pense, de cela. Parce que pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 15 ans, Wagner sera inscrit à l'école sous le nom de Gaillard, comme sa petite sœur, puisqu'ils sont à peu près du même âge. Alors ce pauvre Gaillard va mourir jeune, il n'a pas de chance, Richard, il va être 2 fois orphelin de père. Il a 8 ans quand Gaillard, qui était un acteur, c'était un artiste, alors que le père officiel avait un métier, était plutôt fonctionnaire dans les histoires d'impôts, de choses comme cela, mais il avait des goûts artistiques. Malgré tout donc, difficile de savoir qui était le vrai papa. Personne ne le sait. Peut-être même que Madame Wagner ne le savait pas. Il est ballotté donc entre oncles, sœurs, tantes, de tous les côtés. C'est un élève très difficile parce qu'il est sélectif. Il ne travaille que les matières qui lui plaisent. Ce qui ne lui plaît pas, il laisse tomber. Et il a tendance aussi à juger ses profs. Celui-là, il est nul, celui-là, il est complètement nul, celui-là, ceci, etc. Bon, alors ça lui vaut beaucoup de renvois. Il est renvoyé et sa mère s'arrache les cheveux. Alors, son père avait un frère qui s'appelait Adolphe Wagner, philologue, très éminent et chez qui il se plaît beaucoup. Alors il y va assez souvent et cet Adolphe Wagner va lui ouvrir le monde du théâtre grec antique et aussi de lecture contemporaine comme Tieck, Schlegel, Goethe, Schiller, et il va lui faire surtout découvrir Shakespeare dont tous les grands romantiques évidemment revendiquent la paternité. C'est en 1828 et Richard a 15 ans. C'est l'époque où il va reprendre son vrai nom à l'école. Il sera inscrit Richard Wagner et plus Richard Gaillard à ce moment-là. Donc, et il est en pension, enfin invité en pension, chez son oncle, frère de son père, Adolphe Wagner, philologue. Il voue très vite un véritable culte à Beethoven, dont il va recopier un nombre de fois impressionnant la partition de la 9e symphonie,
et il dirigera plus tard, il sera chef d'orchestre pendant très longtemps, Kapellmeister, et il dirigera par cœur les œuvres de Beethoven. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout de diriger par cœur. Maintenant, c'est devenu plus un peu à la mode. Hein. Nous, à Toulouse, nous en avons un petit jeune qui dirige par cœur tout Mahler, etc. Tarmo Peltokoski, vous avez peut-être entendu parler. Bon, mais à l'époque, ce n'était pas fréquent. Et il voit donc à la même période la grande tragédienne lyrique Wilhelmine Schröder-Devrient. Et ça aussi, ça le fait basculer dans quelque chose d'autre que l'univers verdien aussi. Parce que c'est une actrice chanteuse. Elle joue autant qu'elle chante. Et avec elle, Wagner va réaliser qu'il lui faut des acteurs chanteurs. Il est indispensable que la scène représente le texte qu'il a écrit, parce que c'est lui qui écrit ses poèmes. Alors que je vous le dirai tout à l'heure, mais la plupart des compositeurs n'écrivaient pas leurs livrets. Verdi n'écrivait pas ses livrets. Il avait un librettiste. Mozart n'écrivait pas ses livrets. Puccini n'écrivait pas ses livrets. Wagner est pratiquement le seul à avoir écrit lui-même les poèmes. Il ne les appelle pas livrets, d'ailleurs, les poèmes de ses opéras. Alors, cette chanteuse, pour en revenir à elle, elle excellait dans le Fidelio de Beethoven et aussi dans les opéras de Carl Maria von Weber. Il faut dire que Weber, que l'on connaît surtout en France pour l'invitation à la valse, a écrit de nombreux opéras, dont le Freischütz, Oberon, et le Freischütz en particulier plaisait beaucoup à Wagner, qui avait joué un personnage muet quand il était gamin, et du vivant de Gaillère sur scène donc quand il était tout petit, il jouait le rôle d'un ange, je crois, quelque chose comme ça. Et il s'était entiché de Weber. Du coup, d'ailleurs, il disait l'opéra italien, c'est un chanteur qui ventripotent, petit, et qui lance des contrutes à tour de bras, et l'opéra allemand, c'est quelqu'un d'éthéré, de beau, avec de beaux yeux bleus et romantique comme Carl Maria von Weber. Là, tout de suite, la rivalité italo-germanique. Alors, sa sœur Rosalie est actrice et elle est mariée avec quelqu'un qui a des relations. Et ils vont aider le jeune Richard qui, jusqu'à présent, ne savait pas ce qu'il allait faire. Il ne savait pas s'il allait être musicien, s'il allait être peintre ou s'il allait être écrivain de théâtre. Et brusquement, il décide d'être musicien, justement après avoir entendu un opéra de Weber qu'il avait particulièrement passionné et avoir vu dans le Wilhelmine Schröder-Devrient. Alors donc, sa sœur Rosalie, qui est beaucoup plus âgée, va lui trouver un petit remplacement de chef de chœur et un petit peu de chef d'orchestre qui va pouvoir lui permettre de commencer à se faire les ongles dans la vie musicale, disons. Je vous conseille quand même, si vous avez l'occasion, de lire son autobiographie intitulée « Ma vie ». Ça a été dicté à Cosima, qui a un peu traficoté le texte, mais malgré tout, ce qu'il en reste est facile à lire et ça donne une idée. C'est mieux que rien. Après, vous avez dans les écrits autobiographiques, vous avez le carnet brun, mais c'est un peu costaud, et la correspondance aussi, intéressante. Vous avez la possibilité aussi, je vous le dis maintenant parce qu'après j'ai peur d'oublier, de vous connecter sur Internet, sur le musée virtuel Richard Wagner. Et là vous aurez beaucoup de textes, beaucoup de choses. Et c'est sur Internet, le musée virtuel Richard Wagner, avec lequel on a publié ceci d'ailleurs avec son président. Bon, je reviens donc aux premiers essais de Wagner. Les premiers essais sont infructueux. Il écrit un opéra Les Noces, drame shakespearien, qu'il va détruire. Parce que c'est complètement fou, c'est très shakespearien, mais alors à la fin tout le monde meurt, les gens réapparaissent sous forme de fantômes, enfin c'est terrible. Sa sœur lui dit c'est injouable, c'est pas possible, et comme il tient beaucoup à l'opinion de Rosalie, il le fiche au feu. Et il composera plus tard les Fées,
en 1833, donc beaucoup plus tard, qui est un opéra dans le style de Weber, inspiré d'une nouvelle de l'italien Gozzi. Mais c'est lui qui écrit le livret, toujours. Et cet opéra, l'effet, ne sera en fait joué qu'après la mort de Wagner. Il ne trouvera jamais quelqu'un qui veuille le jouer, alors que pourtant il est pas mal. Et bon, il vaut les opéras de Weber, hein, entre nous. Bon. Devenu ensuite, alors là il commence vraiment sa carrière, devenu chef d'orchestre à Magdebourg, grâce à l'aide de son beau-frère et de sa sœur Rosalie, toujours, il tombe amoureux de l'actrice Mina Planer, son aînée, et il falsifie sa date de naissance pour se vieillir et pour pouvoir l'épouser en 1836. Ce qui montre d'ailleurs dans certains films où on le voit tout vieux et elle on la voit toute jeune, là vous pouvez dire que le film il n'est pas historique et ils se sont trompés. Et pourtant c'est un film avec Richard Burton sur Wagner. Et vous voyez une jeune Mina et un vieux Wagner. Bon, il a été obligé de se vieillir pour l'épouser. Alors bon, après la véracité des écrits et des films c'est une chose. Bon, donc à Magdebourg, les débuts du ménage sont assez difficiles parce que Richard est très jaloux et Mina est très légère. Alors au début ça se passe pas très bien. Et puis il compose La défense d'Aimé d'après Mesure pour mesure de Shakespeare. Les représentations de La défense d'Aimé sont des gouffres financiers. Il commence à avoir de gros problèmes d'argent. Et il est obligé de fuir à Riga, en Lettonie, où il a obtenu un poste de chef d'orchestre. Et c'est le début des problèmes financiers dont il ne se débarrassera jamais de sa vie, jamais. Cosima, sa seconde épouse, arrivera à calmer un peu, mais enfin c'est quand même un problème. Il ne sait pas gérer l'argent. Dès qu'il en a, il s'en sert. Voilà. Et puis très vite, il n'y en a plus. C'est un panier percé. Et évidemment, l'opéra demande beaucoup d'argent. Alors quand on représente quelque chose, il s'imagine que ça va lui rapporter et en réalité, ça lui coûte. Ce qui est toujours le cas. Les opéras, s'ils n'étaient pas subventionnés par les mairies ou des mécènes, il n'y en aurait pas un qui tiendrait de nos jours non plus. Donc ça, il faut le savoir aussi. En attendant, Mina va le rejoindre à Riga et le ménage semble stabilisé. C'est autour des années 1837. Il commence alors à travailler Rienzi, qui est un personnage historique. Le dernier tribun romain d'après les chroniques romaines et un roman anglais de Bulwer Lytton. Il a la tentation d'opéra historique parce que c'était à la mode à l'époque. Vous aviez Spontini et surtout en France Meyerbeer, les opéras historiques. Donc il écrit ça en restant encore à la mode. Il n'est pas encore le vrai Wagner. Donc je rappelle que c'est lui-même qui écrit ses poèmes, ce qui est très rare. Mozart, Gluck, Weber, plus tard Rossini, Verdi, Puccini, etc. utiliseront les services d'un librettiste, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est déjà l'amorce de l'œuvre d'art totale, telle que Wagner la conçoit. Le poème, la musique, le spectacle, tout doit être indissociablement lié, comme dans le théâtre grec antique. Et c'est un principe qu'il va généraliser dans ses œuvres à venir. Alors, je fais une très brève parenthèse en vous citant Diderot, qui dans la préface du Fils naturel, une œuvre qui n'est pas connue, mais dans la préface, il dit une phrase qui est importante. Va-t-il venir enfin, je vous cite approximativement, va-t-il venir enfin cet artiste qui sera à la fois poète, musicien, acteur, peintre, etc. Enfin, l'artiste total. C'est déjà l'idée lancée par Diderot, par les philosophes donc, français, qui auront une très grosse influence en Allemagne, l'idée de l'artiste total et de l'œuvre d'art totale. C'est intéressant de le savoir, parce qu'on a tendance à gommer l'influence des philosophes français sur l'Allemagne, et en particulier sur Wagner. La fuite de Riga, pour Dette, c'est un épisode rocambolesque. Il doit traverser la Baltique et ça va le conduire à la composition du vaisseau fantôme, dont le titre allemand, Fliegende Holländer, veut dire le Hollandais volant. Mais en France, on dit souvent le vaisseau fantôme, on a l'habitude, mais enfin, il faut savoir que c'est le Hollandais volant, le vrai titre.
C'est écrit en 1841 et il écrira lors d'un séjour en France qui mériterait que je vous le raconte si on avait le temps, mais ça ferait une conférence entière parce que c'est vraiment quelque chose de faramineux, c'est extraordinaire ce séjour en France. Ce séjour donc qui sera émaillé de mésaventures, beaucoup de dettes. On a même dit qu'il a fait de la prison pour dette, mais également des rencontres exceptionnelles avec des artistes étrangers, Henry Heine, le poète allemand, mais aussi français. Il va assister aux représentations du théâtre romantique, il va voir Hernani de Victor Hugo, il va voir les pièces de Musset, il va voir les pièces d'Alexandre Dumas, il va voir ce qui se joue à l'époque. Et ça va l'influencer dans Rienzi. Dans Rienzi, il y a un passage qui est piqué d'une pièce d'Alexandre Dumas, je crois, de La Tour de Nesle ou un truc comme ça, me semble. Enfin, je vérifierai. Rienzi, c'est la gloire et c'est un poste fixe pour Wagner. Après la misère et la faim lors de son séjour parisien, le succès l'attend à son retour en Allemagne, à Dresde, avec la représentation de Rienzi. Ce succès lui vaut d'obtenir la nomination de Kapellmeister de l'Opéra de Dresde. C'est énorme, c'est un poste stable. C'est la fin, théoriquement, quand on s'appelle pas Richard Wagner, ce devrait être la fin des soucis financiers. Et va se profiler l'idée de l'art éducateur, petit à petit. Wagner est conscient des défauts de son Rienzi, qui foisonne de procédés qui plaisent au grand public. Or, l'art ne doit pas être fait pour plaire, mais pour éduquer, selon Wagner. Et il considère que tous ces procédés n'apportent absolument rien et détournent le goût, déforment le goût du public. Donc, il décide à ce moment-là de créer un art éducateur. Il a lu cela dans Schiller, les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme en 1795. Et il refuse donc de poursuivre dans cette voie de Rienzi, qui est la voie de la facilité. Il dit Rienzi, c'est un début, un succès, mais c'est aussi une fin. Et le grand combat va commencer. Sa femme Mina est catastrophée, parce qu'elle voyait déjà un poste stable, plus de problèmes d'argent, la tranquillité, et elle ne comprend pas du tout ses aspirations qui compromettent une carrière qui aurait pu être très facile, en continuant à composer dans le style de Rienzi. Mais elle n'en a pas fini. Ce n'est qu'un début. Parce qu'après les idées éducatrices, ce sont les idées politiques, la révolution, qui va entraîner condamnation et exil d'Allemagne de Wagner. Et de par son choix, la vie de Wagner va être un combat permanent pour imposer une œuvre dotée d'un message philosophique, humaniste et puissant, et de recherche harmonique très originale. La musique devient un flot harmonique continu, la mélodie continue dont je vous parlais tout à l'heure, donc pas d'air. Quand vous écoutez des airs de Verdi, vous savez, vous écoutez l'air de ceci, l'air de cela, de cela. Bon, chez Wagner, c'est le flot harmonique continu. Et quand on veut écouter un air, c'est très difficile. On doit écouter des extraits. Pour ça qu'à la fin, vous entendrez une scène entière, parce qu'on ne peut pas détacher difficilement. Ça déforme l'œuvre si on détache des morceaux. C'est un flot continu. Cette mélodie continue qui avait donné envie à Dujardin d'écrire son texte dans le style de la mélodie continue aussi. Ça déteint sur l'écriture littéraire, de Joyce aussi en particulier. Bon, alors, après ce Rienzi, il décide donc de faire représenter le vaisseau fantôme. Et le public est déçu. Il est déçu, pourquoi? Parce qu'il était habitué aux œuvres à grand spectacle, au grand décor, au défilé, de l'animation sur scène, des airs de bravoure, ce qu'on trouve dans Rienzi. Et en plus, le baryton qui interprète, parce que le héros dans le vaisseau fantôme, c'est plus un ténor, c'est un baryton. Alors ça aussi, c'est un peu gênant. On est habitué à ce que ce soit un ténor, comme dans l'opéra italien, la plupart du temps. Bon, Mozart avait bien fait de Don Giovanni le héros d'une œuvre, et c'est un baryton basse. Bon, donc il n'est pas le premier. Wagner constate, lors de l'échec du vaisseau fantôme,
que c'était pas toujours très bien joué et qu'il a absolument besoin d'avoir une troupe, de former des acteurs-chanteurs pour ses œuvres. Et il n'est pas le premier, parce qu'avant lui, Monteverdi avait eu la même exigence, et Gluck aussi. Et je raconte des fois brièvement l'anecdote de Ariane, le Lamento d'Ariane de Monteverdi. Lorsque la chanteuse avait fait faux bond, Monteverdi l'avait remplacée par une actrice qui avait chanté qu'avec la chanteuse, parce que l'actrice, elle vit son rôle, elle le sent, elle fait les gestes, la gestuelle, etc., alors que l'autre est comme un piqué en train de faire attention aux notes qu'elle va chanter et pas du tout à l'expression. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de récurrent dans le monde de l'opéra, puisque ça remonte à Monteverdi. Maintenant, je vais vous conduire vers le cheminement du héros wagnérien, l'art rédempteur. Alors l'art doit être non seulement éducateur, mais il doit être aussi rédempteur. Alors avec le vaisseau, dont le vrai titre c'est Le Hollandais volant, d'après des légendes et des ballades de marins, mais aussi un texte de Henry Heine, apparaît pour la première fois dans l'œuvre de Wagner le thème de la rédemption par l'amour. Et ici c'est une femme qui est rédemptrice. C'est une femme qui, par son amour, va sauver le Hollandais d'une malédiction. Il est condamné à errer éternellement sur les mers parce qu'il a lancé une malédiction contre Dieu, donc il a appelé le diable à son aide, il est maudit, et il est condamné à errer sur les mers jusqu'à la fin du monde. Et il appelle désespérément la mort. Et une femme peut le sauver par son amour, et c'est une femme qui va le sauver par son amour, voilà, en le rejoignant dans la mort en fait, mais ça finit bien puisqu'ils sont morts tous les deux. Alors chez Wagner, quand ils sont morts tous les deux, ça va. C'est quand Lohengrin, ça finit mal parce qu'ils sont séparés. Mais les autres œuvres, ils meurent ensemble en principe, donc ça va, c'est gai, ça finit bien. D'accord. Bon, donc Wagner utilise ce thème de la rédemption par l'amour qui en fait, et c'est pas lui qui l'a inventé là non plus, ce thème de la rédemption par l'amour et avec la femme rédemptrice, c'est Goethe dans le second Faust et Hoffmann dans une petite nouvelle qui s'appelle Don Juan, inspirée du Don Juan de Mozart, qui ont esquissé ce thème rédempteur avec les images de Gretchen, Marguerite dans le second Faust et la Vierge Marie aussi, qui apparaissent comme les rédemptrices, les femmes rédemptrices qui vont sauver le second Faust, qui n'ira pas en enfer mais qui sera sauvé des griffes de Méphisto qui lui ira griller en enfer. Mais enfin là il faut avaler le second Faust et c'est un morceau costaud, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé mais c'est hard. Et Donna Anna dans le Don Juan de Hoffmann, c'est celle qui aurait pu sauver Don Juan de la malédiction finale, mais elle ne le fait pas. Et la nouvelle de Hoffmann cherche à prouver que Anna avait un potentiel qui faisait qu'elle aurait pu sauver Don Juan. Et qu'en fait, Don Juan et Anna s'aiment sans le savoir. Enfin, c'est assez compliqué, mais la petite nouvelle, ça se trouve dans les nouvelles musicales de Hoffmann. Si vous avez ça entre les mains, c'est un délice à lire, les nouvelles musicales de Hoffmann. Hein. On en trouve pas mal de traces dans l'opéra d'Offenbach, les contes d'Hoffmann. Il en reprend pas mal de ces nouvelles musicales, mais il ne reprend pas celle-là. Pas le Don Juan, mais il en reprend d'autres. Enfin, c'est tout cela pour vous montrer. J'espère que c'est pas confus, mais vous montrer que tout est lié, tout ça c'est lié. Le héros wagnérien devra désormais suivre un cheminement spirituel qui va passer de la compassion. Il faut qu'il découvre d'abord la compassion, mais la compassion, c'est plus exactement Mitleid en allemand, souffrir avec. Hein, plus que compassion. On n'a pas de mots en français qui traduisent souffrir avec. Après cette étape, il doit passer au renoncement. Et après le renoncement, il parvient à la rédemption, qui est le sommet de son itinéraire initiatique. Ça, vous le retrouverez dans toutes les œuvres de Wagner. C'est un itinéraire qui était déjà suivi par son héroïne préférée. Quelle était l'héroïne préférée de Wagner ?
Antigone, l'Antigone de Sophocle. Mais il a découvert tout cela aussi dans le bouddhisme. Et dès le hollandais, déjà, le hollandais volant, on trouve des traces. Et dans l'opéra qui suivra le hollandais, qui s'appelle Tannhäuser, et qui est inspiré de légendes médiévales. Et surtout, surtout dans le Ring, l'anneau du Nibelung, hein, la tétralogie. Et dans Parsifal, bien entendu, l'œuvre finale, l'œuvre qui a été créée quelques mois avant sa mort. On va retrouver donc ce cheminement, ces 3 étapes, dans presque toutes ses œuvres ultérieures. La Valkyrie Brunhilde, dont on va écouter un bel extrait tout à l'heure, c'est la plus belle figure du genre. C'est sa véritable Antigone. Avant le Rédempteur, qui est le personnage un peu androgyne, disons, de Parsifal. Ça mériterait une conférence pour parler de Parsifal, c'est hard. Wagner adorait donc le personnage d'Antigone, qui était un modèle pour lui avec celui d'Oedipe. Et dans un de ses essais écrits théoriques qui s'appelle Opéra et drame, il évoque justement le rôle d'Antigone et d'Oedipe dans l'évolution de la dramaturgie dans son esprit. Oui, c'est pas encore qu'on écoute Tannhäuser, tu me le diras, je ne me rappelle plus. Puis il compose Lohengrin en 1848, et là, c'est le premier contact qu'il a avec les légendes du Saint Graal, le Graal. Et c'est aussi une légende médiévale, comme Tannhäuser, et l'opéra Lohengrin devait être créé à Dresde, alors il était loin de tout cela. Il pensait déjà à l'art total dans son projet de mort de Siegfried, qui allait aboutir petit à petit au Ring, à l'anneau du Nibelung. Wagner est toujours en avance au moins d'une œuvre quand a lieu une création, et il est déjà projeté dans l'avenir. Il se projette déjà, Lohengrin devrait être créé, et il pense à l'anneau du Nibelung. Il a donc décidé de quitter l'univers des légendes pour s'inspirer de mythes, ce qui donnera une portée plus universelle au message qu'il veut faire passer à travers son œuvre. D'où les recherches dans les vieux textes islandais, des Eddas et des sagas. Mais les événements vont lui imposer une pause forcée. C'est la révolution de 48-49 en Europe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est là que va se situer un épisode qui aura des conséquences très graves sur son avenir. Cette révolution où Victor Hugo, Lamartine, Berlioz se trouvaient mêlés en France, elle aboutit au Second Empire de Napoléon III en France, mais elle aura des retentissements dans toute l'Europe dès 1849. Wagner s'emballe, il prend la parole en public, il sort des écrits sur la société complètement délirants, et d'autres fois d'avant-garde et très intéressants et modernes, comme un texte par exemple sur la retraite des artistes et la reconversion des chanteurs qui ont perdu leur voix. Donc des textes très, très humanitaires, disons. Mais il fréquente aussi Bakounine, qui est un anarchiste complètement déchaîné, révolutionnaire, complètement fou. Et il est donc mal perçu par le pouvoir en place en Saxe et compromet sa belle situation de Kapellmeister. Les choses vont mal tourner parce que le roi de Saxe fait appel à son voisin prussien qui lui envoie des troupes pour l'aider. Et Wagner va se trouver condamné avec tous ses amis qui eux seront arrêtés, et un hasard va le sauver de l'arrestation. Ils sont en train de fuir et lui il descend de la diligence, il va se promener, il écoute les oiseaux chanter, il regarde pas l'heure, il n'a pas de montre ou je sais pas quoi, enfin bref, et la diligence part sans lui, tous ses amis sont arrêtés et lui il part à pied dans la forêt et il va aboutir chez Liszt à Weimar. Donc c'était un grand marcheur et un grand sportif, un grand montagnard. Il faisait, j'ai pas eu l'occasion de vous dire, enfin surtout quand il sera en Suisse, il faisait les sommets c'était ce qu'on appelle de nos jours un randonneur très aguerri qui faisait de l'escalade et tout et tout. On le voit pas trop comme ça, mais pourtant c'était ça, Wagner. Donc Liszt va le sauver en lui fournissant un faux passeport pour la Suisse.
Son enthousiasme révolutionnaire délirant lui fait perdre sa place tranquille de Kapellmeister au grand désespoir de son épouse Mina. Désormais, il va mener une vie de proscrit en exil, poursuivi par des problèmes financiers absolument insolubles. Son Lohengrin sera créé à Weimar par Franz Liszt en 1850. Franz Liszt qui allie ses talents de pianiste virtuose à ceux de compositeur et aussi de chef d'orchestre. Et il a succédé à Goethe, qui était le directeur artistique à Weimar avant lui. Donc il donnait une tournure plus littéraire à ce rôle, et lui donnera une tournure plus musicale. Et qui va-t-on voir? Eh bien, Théophile Gautier, Gérard de Nerval et quelques autres vont prendre la diligence et aller à Weimar pour y découvrir les œuvres de ce Wagner, dont on parle tant, dirigé par Liszt. Cette période du début de l'exil sera très fertile en écrits théoriques de Wagner. L'art et la révolution, l'œuvre d'art de l'avenir, opéra et drame, et il théorise ses idées sur l'opéra. Le Ring va concrétiser ses réflexions. La figure de Siegfried, inspirée du Sigurd islandais, va représenter l'homme universel après une période d'hésitation où il hésite avec l'image de Jésus de Nazareth qui le tente. Il a écrit l'argument, il a écrit le livret. Il fait de Jésus de Nazareth un anarchiste révolutionnaire, enfin c'est assez extraordinaire. Et il a écrit donc cet argument, mais il ne l'a jamais mis en musique. Liszt lui avait dit, écoute, tu as déjà plein d'ennemis avec tout ce que tu fais, mais si tu écris ça, tu vas en avoir encore plus, alors il vaudrait mieux que tu choisisses un autre sujet. Bon, pour une fois, il l'a écouté, parce qu'en principe, il n'écoutait personne. Alors, la tétralogie de l'anneau du Nibelung n'a en fait rien à voir avec la chanson des Nibelungen, absolument rien, sauf quelques noms. La chanson des Nibelungen s'est située dans un Moyen-Âge chrétien. Le héros de l'œuvre de Wagner est en fait le petit-fils du dieu Wotan. Et ça n'a rien à voir, d'après l'Odin scandinave. Donc, Siegfried, c'est l'homme libre qui est né d'un inceste entre deux enfants du dieu Wotan, mort à sa naissance. Le Siegfried du Nibelungenlied est né d'un couple de rois germains catholiques. Il est baptisé. Et il se mariera religieusement, lui aussi Siegfried, avec une certaine Gudrun qu'on retrouvera. Donc on va retrouver les noms, des noms germains dans le Ring. Wagner reprend des noms qui sont dans le Nibelungenlied, mais les personnages qu'il prend sont les personnages des Eddas et de la saga des Volsung, donc les personnages de mythes islandais. Alors c'est un peu compliqué pour évidemment les gens qui nagent un peu, quand ils voient les personnages qui ont les noms du Nibelungenlied, mais qui, en fait, sont les personnages. Siegfried, c'est Sigurd. Sigurd de l'Edda scandinave. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais ça aussi, ça mérite une conférence à elle tout seul, les mythes scandinaves. Je voudrais que je prenne un abonnement chez vous pour vous raconter tout ça. Vous venez au cercle. J'ai donné là, il y a les programmes de tout ce qu'on fait cette année. Vous pourrez en prendre. Bon, je continue. Ensuite, donc il fuit, il est à Zurich, mais il a la bougeotte. Alors il va aller à Paris, à Bordeaux, il va être hébergé par la famille Wesendonck en Suisse. Il y a un tout petit problème, c'est que comme vous le voyez, elle est mignonne, Mathilde. Et elle adore la musique de Wagner. Et Wagner, il a du mal, quand une femme le regarde avec des yeux adorateurs, à résister. Alors c'est très embêtant parce que son mari, c'est le mécène de Wagner. La situation est assez délicate. Ça va se terminer comme ça devrait se terminer, c'est-à-dire par une fuite. Il fuit à Venise, où il finira d'écrire son Tristan et Isolde, et inspiré par la belle Mathilde, évidemment, plutôt que de compromettre cette gente dame. Voilà. Qui par ailleurs s'entendait fort, enfin, c'est bien entendu avec son mari, c'est pas posé de
très gros problèmes, ça posait des petits problèmes, mais plutôt pour Wagner que pour la famille de Mathilde. Bon. Alors en même temps, il travaille à cette tétralogie quand il est chez les Wesendonck, mais il est conscient qu'il est impossible de représenter une telle œuvre sur scène dans l'état où se trouve l'opéra. Des réformes s'imposent au niveau des salles et il commence à songer à créer son propre théâtre. Et il interrompt carrément le Ring, il s'arrête après à un endroit de Siegfried et il compose à ce moment-là Tristan et Isolde. Donc sur des légendes, des poèmes celtiques et le poème de Gottfried de Strasbourg aussi. Et il réécrit évidemment, comme il l'a toujours fait, complètement le mythe. Obligé de quitter Zurich à cause de l'épisode amoureux, il part à Venise pour terminer Tristan. À ce moment-là va se situer le voyage à Paris, où il va essayer de faire jouer son Tannhäuser, parce que la princesse de Metternich, très belle, fait du charme en tout bien tout honneur à Napoléon III, qui est très sensible à la beauté des jeunes femmes, et il obtient d'elle qu'il accepte de faire représenter l'œuvre de cet affreux anarchiste révolutionnaire exilé qu'est Wagner. Mais il y a une cabale d'abonnés qui l'oblige à retirer l'œuvre, et c'est là que va se situer la fameuse lettre de Baudelaire à Wagner. Si j'ai le temps, je vous en lirai, voyons. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Et tout à l'heure, si j'ai le temps, je vous dirai un petit extrait. La lettre de Baudelaire et surtout sa plaquette sur Tannhäuser, où le poète proclame son enthousiasme pour l'œuvre de Wagner, qui est accusé de 1000 mots de son vivant. Déjà, il était traité de tous les noms, d'être bruyant, voilà, la presse et la caricature, c'est une honte. Charles Baudelaire, qui était très sensible à tout ce qu'il pouvait découvrir de l'œuvre de Wagner, adorait en particulier le prélude du premier acte de Lohengrin. Et c'est là quand il écrit les correspondances, il les recite dans cette plaquette. La nature est un temple où de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards singuliers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Bon, ben ça, ce sont les correspondances, mais c'est aussi l'art total. Donc Baudelaire était favorable, tourné vers l'art total. On le trouve dans les Fleurs du Mal et il se cite lui-même dans sa plaquette sur Wagner. Il fait aussi, Wagner, vers cette époque, de nombreux voyages à Bruxelles, à Vienne. Grâce à Liszt, il a une amnistie partielle et peut diriger quelques concerts à Francfort, Leipzig, Vienne, Prague, Saint-Pétersbourg. Et malgré tout cela, il croule toujours sous les dettes qui le poursuivent d'un lieu à l'autre. Et va arriver le miracle, le roi Louis II de Bavière, le sauveur financier. C'est l'intervention en 1864, l'intervention providentielle dans sa vie du roi Louis II de Bavière, le tout jeune roi de 18 ans qui le sauve de la prison pour dette. Tristan sera créé à Munich en 1865. Il compose alors les maîtres chanteurs de Nuremberg, qui sera créé à Munich pour les fiançailles du roi avec Sophie-Charlotte de Bavière, la jeune sœur de Sissi. Celle qui a épousé ensuite le duc d'Alençon et qui est morte brûlée au bazar de la Charité. Il y a eu un feuilleton il y a quelque temps à la télé qui montrait le bazar de la Charité, justement. Sous des dehors de comédie, ces maîtres chanteurs, en fait, c'est une œuvre didactique où il exprime ses idées sur l'art. Il y aura quelques orages dans la relation avec le roi, parce que Louis II est un adorateur très exigeant, et Wagner a son caractère, considérant à juste raison que le monde lui doit ce dont il a besoin. Carrément. Vu ce qu'il lui offre, il n'a pas tort. Mais enfin, bon, il en a conscience. Parmi les orages, on a la création à Munich avant l'achèvement total des 4 œuvres du Ring, de l'Ordurin et la Valkyrie, contre le gré de Wagner. Alors là, il y a tout un tas d'épisodes, c'est détaillé dans le carnet brun et dans le truc là, c'est terrible. En attendant, nouvel exil, encore la Suisse, et c'est là
que se place l'épisode, qui deviendra plus qu'un épisode, Cosima Wagner. Cosima est la fille de Franz Liszt et de Marie Dagout, fille naturelle. En 1966, donc, Wagner est obligé de quitter la Bavière parce que il est devenu très impopulaire du fait que le roi dépense énormément d'argent pour lui. Et en plus, il est mal vu par ses idées politiques libertaires et révolutionnaires. On a peur qu'il influence Louis II. Donc, obligé de quitter la Bavière, les ministres ont demandé à Louis II de Bavière de choisir entre Wagner et son trône. Donc, il part s'installer en Suisse, à Tribschen, dans une île à côté du lac des Quatre Cantons, avec Cosima Liszt von Bülow. Petit souci, Cosima Liszt est mariée avec Hans von Bülow. Hans von Bülow est le chef d'orchestre qui a créé Tristan à Munich, donc ami de Wagner. Situation hyper délicate, ménage à trois. C'est quelque chose de terrible. C'est très compliqué. En fait, Cosima va de l'un à l'autre, selon son intérêt. Mais elle donne à Richard les enfants dont il rêvait. Il aura 3 enfants avec Cosima. Et Mina ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc c'est elle qui finira par retenir Wagner. Cosima, c'est elle là. Bon, que je regarde. Voyez. Faut que je me dépêche. Bon, alors, cette maison sur le lac des Quatre Cantons, près de Lucerne, devient le lieu de rendez-vous de toute l'intelligentsia de l'époque. Catulle Mendes, Judith Gauthier, la fille de Théophile, Villiers de l'Isle-Adam, tout le symbolisme. Et aussi Frédéric Nietzsche viennent rencontrer Richard Wagner. Alors, très nombreuses visites du jeune Frédéric Nietzsche, qui est complètement entiché à ce moment-là de Wagner. Il faut dire qu'il est séduit aussi un peu par la jeune Cosima. Elle lui plaît beaucoup. Il n'aime pas trop les femmes, mais il trouve que c'est la seule femme intéressante qu'il ait jamais rencontrée. C'est embêtant, mais enfin c'est comme ça. Il l'appellera Ariane dans ses textes. Lui sera Thésée et Wagner sera le Minotaure. Là, c'est quand il perd un peu la boule. Mais avant qu'il perde la boule, la naissance de la tragédie est dédiée à Wagner. Mina, l'épouse de Wagner, dont il était séparé depuis de très longues années, mais qu'il entretenait. Elle n'a jamais manqué de rien, il lui envoyait l'argent, etc., parce qu'elle était malade. Elle meurt en 1866. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, Wagner vit ouvertement avec Cosima von Bülow, épouse de son chef d'orchestre et fille de Franz Liszt, qui est fou, le pauvre Franz Liszt. Il fait tout ce qu'il peut. Là, il y en a beaucoup d'échos dans le carnet brun. Il fait tout ce qu'il peut pour essayer de les séparer, mais ça ne marche pas trop. Et donc, elle a 3 enfants, Isolde, comme par hasard, Eva, c'est le nom de l'héroïne des maîtres chanteurs, et Siegfried, donc le héros du Ring. Elle divorce, enfin, et elle se convertit au luthérianisme, puisqu'elle était catholique comme Liszt, qui avait pris les ordres mineurs religieux, plus c'est pour ça que ça passait pas bien du tout. Et Wagner l'épouse en 1870. Cosima est beaucoup plus jeune que son mari. Elle lui survivra 47 ans. Il y a des bons côtés, parce qu'évidemment, grâce à elle, Bayreuth le festival a pu se poursuivre, mais il y a aussi beaucoup de mauvais côtés, ce sont les falsifications, les destructions de documents, parce qu'elle était quand même une bourgeoise pan-germaniste, antisémite, tout ce que vous voulez, et elle voulait que Wagner corresponde à l'image qu'elle voulait qu'il ait. Elle voulait qu'il soit comme elle. Et il a eu le bon goût de mourir 47 ans avant elle, donc elle s'est débrouillée pour détruire beaucoup de textes, de documents où Wagner n'apparaissait pas tout à fait comme elle a voulu le montrer. Ça, on est bien obligé de le dire, parce qu'on a quand même fini par retrouver quelques textes. Il n'y a pas beaucoup, il y a le carnet brun par exemple, qu'on a traduit en 2023, vous voyez, c'est récent. Il était resté jusque-là, il est mort en 1883, Wagner. Bon, alors, on en arrive à Bayreuth, le repos.
pour Wagner. Wagner poursuit la composition de sa tétralogie, l'anneau du Nibelung, ou le Ring, c'est la même chose. On dit la tétralogie, le Ring, qui veut dire anneau en allemand, ou l'anneau du Nibelung en français. Il poursuit la composition de sa tétralogie et s'installe à Bayreuth, à la Villa Van Fried, en famille. Il faut dire que c'est Louis II qui a payé la villa, bon, et qui aide à la construction du festival de Bayreuth. Le 22 mai 1872 a lieu la pose de la première pierre de ce qui va être son Festspielhaus à Bayreuth, en présence de Franz Liszt. Ils se sont réconciliés. Entre-temps, Liszt a dit « on ne peut pas être brouillé avec Wagner ». Alors il est revenu et Wagner l'a accueilli à bras ouverts. Et on joue la 9e symphonie de Beethoven évidemment à cette occasion. Wagner rêvait d'un théâtre gratuit, ouvert à tous, en forme et esprit du théâtre grec antique. C'est impossible à réaliser évidemment, l'argent, toujours. Les amis et admirateurs créent les premiers cercles Wagner à l'époque, qui étaient destinés à recueillir des fonds pour l'achèvement de ce théâtre à Bayreuth. Louis II prête aussi de l'argent pour pouvoir rembourser Louis II. Pour pouvoir aider aussi, il faut que les places soient payantes. Wagner décide de tout abandonner s'il faut en arriver à cette commercialisation de son festival. Et il va finalement se laisser convaincre par Cosima et les amis des cercles Wagner, parce qu'ils lui disent que mieux vaut cette solution que pas de théâtre du tout, sinon personne ne connaîtra ses œuvres s'il n'y a pas le théâtre. Donc, il fait comme ça. Et il conservera cette idée de gratuité, de place pour les étudiants. Ce sont les fameux boursiers des cercles que l'on continue au cercle Wagner, à Toulouse et partout. On continue de payer des places à Bayreuth pour des étudiants, parce que les places sont quand même assez chères de nos jours, et on envoie des étudiants au festival de Bayreuth, qui en retour nous donne quelques places, enfin ils ne nous les donnent pas, ils nous offrent la possibilité d'avoir des places au festival de Bayreuth, où les places sont très difficiles à avoir, mais on les paie. On paie tout, on paie pour les étudiants, on paie pour nos places, mais on a quelques places en envoyant, on fait ça pour nous inciter à envoyer donc les jeunes, et on continue à le faire, on l'a toujours fait pratiquement. Alors quand je bossais, c'était mes étudiants, et puis maintenant, bon ben j'ai plus d'étudiants, je suis à la retraite, mais on en trouve quand même, j'ai des relations avec la fac encore et d'autres, et nous aussi, on en trouve toujours. Des étudiants wagnériens, il y en a toujours. Avec les gens d'Hippocagne à Toulouse. Oui, voilà. Alors, ce Festspielhaus, en 1876, il y a 150 ans, il y aura 150 ans au mois d'août, premier festival de Bayreuth en août, avec la tétralogie de l'anneau du Nibelung, ou le Ring, 14 heures de musique, 4 opéras qui se suivent à la manière de l'Orestie d'Échille, toujours les Grecs, l'Or du Rhin, le prologue, et 3 journées, la Valkyrie, Siegfried et le crépuscule des dieux. Et il y a 134 instruments auxquels il a ajouté quelques petits cuivres, Maus costaud, un super tuba, etc. Judith Gauthier, la fille de Théophile, est l'une des spectatrices et admiratrices. Une petite idylle se dessine entre cet incorrigible séducteur et la jeune et ravissante, voilà, et Cosima n'est pas contente, donc elle prend en main les affaires et ça se calme assez vite. Nietzsche s'éloigne peu à peu à ce moment, on ne sait pas trop, jalousie, signe de sa maladie. Wagner en est absolument désolé, il correspond avec son médecin. Mais Nietzsche ne supporte pas le monde, il ne supporte pas l'atmosphère du festival. C'est la période de ses attaques virulentes contre Wagner. Et Wagner ne lui répond pas. Alors que pourtant Wagner d'habitude, il répondait très vertement quand on l'attaquait. Mais là, il a de la peine. Il ne bronche pas. En 1877-79, c'est la composition de Parsifal, avec un texte de Chrétien de Troyes, et Wolfram von Eschenbach qui sert d'inspiration au livret de Wagner. Vers cette période, il rencontre Gobineau qui plaît beaucoup à Cosima et assez peu à Wagner. En fait, leur relation montre un dialogue de sourds, un dialogue philosophique entre Wagner et lui, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour cela, je vous renvoie aux écrits érudits d'Éric Eugène
et à Héroïsme et christianisme, qui est l'œuvre que Wagner a écrite pour contrer l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau. C'est un contre-écrit donc, et qui a été retraduit par Éric Eugène. Peu après, il repart en Sicile, en Italie, et il va composer en partie Parsifal à Palerme, et sur la côte amalfitaine, à Ravello, il composera le Jardin des filles fleurs, le deuxième acte de Parsifal. En 1882, c'est la création de Parsifal à Bayreuth, sous la baguette inspirée d'Hermann Lévy, que Wagner nomme son fils spirituel. Bon à savoir. Et il passe la mauvaise saison hivernale plutôt qu'à Bayreuth, à Venise. Ensuite, il part à Venise. Le 13 février 1883, à Venise donc, c'est la mort de Wagner d'un infarctus. Suite, je le dis, à une scène de ménage avec Cosima. Bon. Venise, au bord du Grand Canal, son corps est rapatrié avec honneur en gondole, puis en train jusqu'en Allemagne, à Bayreuth, où il sera enterré dans le jardin de la villa Wanfried, qui avait été offert par Louis II à Wagner. Le roi Louis II enverra 2 cygnes noirs pour l'occasion. Son chien sera enterré tout près de lui, et plus tard Cosima, bien sûr. D'abord le chien. Bon, je vous avais dit tout à l'heure rapidement l'influence des philosophes français, Voltaire, Diderot, Rousseau et Proudhon, surtout au moment de la Révolution de 1948 chez Wagner. Mais Wagner est avant tout un artiste romantique, de par ses conceptions, ses aspirations, ses implications politiques aussi. Il faut songer à l'engagement d'un Victor Hugo et d'un Lamartine. C'est un peu la même chose hein, sous la Révolution de Dresde. Mais il dépasse le romantisme, Wagner dépasse le romantisme. Il va influencer les symbolistes d'ailleurs, et ensuite des musiciens comme Bruckner, Mahler, Debussy, Schoenberg et l'école de Vienne. Il est à l'origine quand même de la musique sérielle, dodécaphonique. C'est quand même la musique atonale, et ça c'est grâce à Tristan et Isolde, qui est une œuvre écrite qui est atonale. Chromatique. Enfin, vous savez ce que c'est chromatique? Quand on joue sur un piano les blancs et les noirs, tout d'affilée, c'est une gamme chromatique. Voilà. Mais chromatisme, c'est ça. C'est atonal. On ne dit pas do majeur et majeur, on dit 8. Bon. La Révolution est le titre d'un de ses écrits théoriques, et cela dit bien le sens qu'il donne à sa mission d'artiste. L'art éducateur, mais aussi l'art révolutionnaire, et c'est vrai qu'il a révolutionné l'opéra. Et allemand, il l'est par son choix d'être à la fois héritier de Beethoven et de Weber, et inspiré aussi par Feuerbach et Schopenhauer. C'est d'ailleurs chez ce dernier qu'il trouvera cet attrait pour l'orientalisme que beaucoup de romantiques et de symbolistes partageront, et l'hindouisme et surtout le bouddhisme qu'on trouve chez Schopenhauer, qui influenceront des œuvres de la maturité comme Parsifal, son dernier opéra. Donc l'œuvre de Wagner reste une expérience artistique unique et inégalée de nos jours, et dont l'influence et la modernité demeure sans faille. Il est parvenu à créer et imposer son propre mythe de son vivant, et en particulier grâce aux représentations exceptionnelles au Festival de Bayreuth, où tant d'artistes et d'intellectuels de la fin du 19e se sont rendus en pèlerinage. On parlait de Lourdes, de la Mecque à l'époque, c'était à ce point. Il ne s'agit pas en effet de simple opéra, mais d'une œuvre d'art total qui ressuscite dans l'Allemagne du XIXe siècle la magie du théâtre grec antique, où poésie, danse, musique, spectacle sont indissociablement unis par la volonté, l'acharnement, le génie de Wagner, qui atteint là son but ultime. Il a réussi ce qui semblait impossible, la création et la représentation de son vivant, de son œuvre, dans son théâtre, uniquement dédié à ses propres œuvres, un exemple unique dans la société du XIXe siècle. Nous avons juste le temps de terminer en écoutant la dernière scène de la Valkyrie, les adieux de Wotan, mais je suis obligée quand même de vous dire 2 mots avant de l'attaquer, de vous le situer. Alors, en gros, que vous dire, pour vous l'expliquer très rapidement, dans l'Or du Rhin, on a une cosmogonie, c'est-à-dire qu'on a la naissance de la faute originelle, comme dans la Bible. La faute originelle
commise par le dieu Wotan, le dieu Wotan qui correspond à l'Odin des mythes scandinaves. Le dieu Wotan commet une faute et ça va le conduire à sa mort. Et son but, c'est la volonté de puissance. Il veut dominer le monde. Il est, lui, dans le monde d'en haut, le monde des dieux. Et en bas, il y a le monde, au milieu, il y a les hommes, et dans les grottes souterraines, il y a le monde des nains, les Nibelungen. Et les nains sont dirigés par un certain Albéric, qui veut aussi la toute-puissance. Or, cet Albéric est assez libidineux, et il apprend que s'il arrive à s'emparer de l'or qui est au fond du Rhin, vous voyez toujours cette histoire d'or au fond du Rhin, et de forger un anneau, fameux anneau, avec cet or, cet anneau lui donnera la puissance totale et éternelle sur le monde. Donc il va se débrouiller pour forger cet anneau, et pour forger cet anneau, il maudit l'amour. C'est le seul, pour avoir la force, la possibilité de forger cet anneau, le sortilège, il faut maudire l'amour. Il faut au moins y renoncer. Alors lui, il y renonce, mais plus qu'il renonce, il le maudit. Et après, on verra Wotan, apprenant l'existence de cet anneau, veut s'en emparer à tout prix. Et pour payer des géants qui sont en train de lui construire son château de luxe, son Valhall magnifique, il est obligé de promettre de leur donner Freya, la déesse de l'amour, donc encore l'image de l'amour, et eux, il ne veut pas la leur donner, et pour la remplacer, il faut qu'il ait un trésor, et dans ce trésor, il se trouve que c'est le trésor du Nibelung, le trésor d'Albéric, et il y a l'anneau. Mais l'anneau, il est à Albéric, donc il va se débrouiller pour voler cet anneau avec des astuces absolument incroyables. Et une fois qu'il aura volé cet anneau, il le donne aux géants, il récupère la déesse de l'amour, mais Albéric avant ça a maudit cet anneau et tous ceux qui le posséderont et le toucheront, et donc cette malédiction va suivre jusqu'à la fin du crépuscule des dieux, où l'anneau sera rendu par Brunhilde justement aux filles du Rhin. Alors on est dans une scène là que nous allons voir où Wotan a décidé de créer une race, si on peut dire une descendance d'humains qui soit héroïque et qui soit libre, parce que lui il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, il est coincé par sa femme, la déesse Fricka, et qui est la régente, la gardienne des lois, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut, et comme il est coincé par elle, il est obligé de sacrifier cette descendance humaine qu'il aimait beaucoup. Et cette descendance humaine qui normalement aurait pu l'aider à récupérer l'anneau d'une manière naturelle. C'est très difficile d'expliquer ça rapidement. Donc, il a donc des enfants humains, enfin demi-dieux en quelque sorte, c'est Sigmund et Sieglinde, les parents de Siegfried, et il a une descendance divine, ce sont les Valkyries, qu'il a eu avec Erda, la déesse de la terre, qu'il était allé rencontrer pour qu'elle lui prédise, parce qu'elle est un peu Pythie sur les bords, comme la Pythie grecque, et lui demander l'avenir. Et avec elle, il a eu 9 filles, les 9 Valkyries, comme les 9 muses. Mais là, c'est les 9 Valkyries. Et sa préférée, c'est Brunhilde. Et Brunhilde, c'est une Antigone. Alors Brunhilde, quand elle voit son jeune frère, et qu'elle sait que Wotan lui a demandé de le conduire au Valhall, ça veut dire d'accepter qu'il meure lors d'un combat, elle décide de désobéir et de le protéger. Parce qu'elle pense que son père Wotan, au fond de son cœur, a envie de protéger son fils qu'il aime, et il fait ça pour faire plaisir à sa femme Fricka. Donc, elle désobéit, pensant faire ce que Wotan a envie de faire, mais qu'il ne peut pas faire. Voilà, comprenez, parce que c'est ça qu'on va voir. Alors, il est obligé de la punir pour suivre toujours les lois de cette fameuse garce de Freya.
Alors, il est obligé de la punir, et la punir, ça veut dire lui enlever sa divinité, et n'importe quel bonhomme, il va l'abandonner sur un rocher, n'importe quel bonhomme qui passera, la prendra pour femme, ce qui pour une Valkyrie, les vierges guerrières, c'est la pire horreur qui puisse exister. Alors elle le supplie d'au moins de rendre difficile à franchir l'endroit où elle sera endormie, un rideau de flammes. Alors ce sera le dieu Logé qui va apparaître, sous forme de flamme, il va l'appeler, autour du rocher, et que seul un héros puisse la réveiller. Et bon, là vous savez, frère, sœur, oncle, neveu, on est chez les dieux. Ce soit Siegfried, le fils, donc son neveu en fait, le fils des deux humains qui vont mourir, qui soit son époux. Voilà. Siegfried. Donc, et Wotan, complètement, il adore sa fille, il y amène à tout, à la fin. Il s'est montré très méchant devant les Valkyries. C'est là qu'il y a le chevauché des Valkyries, vous savez que tout le monde connaît, et c'est là, il fait semblant d'être méchant. Et après, devant sa fille, il craque complètement. Et c'est la scène où il craque que vous allez voir. Et c'est très rare de voir une scène d'amour filial comme ça à l'opéra. Voilà, les adieux de Wotan. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.